If you want all of your data in one place, if you want a single home for all of your entities, if you want to spend more time working and less time searching, you need the Intuit ERP. I know because I'm Damon John, and I run my growing business on Intuit Enterprise Suite, the AI native ERP that's powerful, painless, and proven. Learn more at intuit.com/ERP. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. J'ai mis du temps avant de pouvoir faire ce podcast parce que ça a été un moment de ma vie hyper difficile. Vous allez voir pourquoi. De tout cœur avec ceux qui connaissent ce problème-là de vente de maison, avec des gens peu scrupuleux, avec plein d'administratifs qui se mettent dedans et des ventes de maison qui prennent des années. Ça a été le cas pour moi. J'avais donc une propriété équestre, une petite propriété, hein, une maison avec 1 hectare de terrain propre à la maison. On a acheté ensuite un autre hectare avec un étang dedans et j'avais un voisin qui me prêtait des terrains. Enfin bref, c'était pas à moi, donc ça ne rentre pas en compte dans cette vente de propriété. C'était la maison de mes rêves, hein, clairement. On avait tout installé pour les chevaux nous-mêmes. Enfin, c'était les papas qui avaient bricolé beaucoup de travaux, tout ça. J'avais créé une carrière, enfin j'avais fait faire une carrière, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. J'avais fait faire une carrière, 3 box, on avait des paddocks drainés avec des abreuvoirs automatiques. C'était vraiment le rêve, des chemins de balade à côté, un étang. C'était génial. C'était vraiment la maison de mes rêves. Je me suis mariée dans cette maison, on a fait la fête de notre mariage dans cette maison. Le portail de cette maison, c'est mon papa qui l'avait fait de ses propres mains en cadeau de mariage. Bon bref, c'était une maison vraiment que j'aimais beaucoup, qui avait aussi ses petits côtés un petit peu paranormaux, hein. Je vous raconterai ça dans un autre podcast, on n'en est pas là aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais je vous raconterai ça dans un autre podcast où il y a une histoire de cette maison et puis il y a eu des phénomènes qui étaient un peu différents, j'allais dire un peu spéciaux. Donc je vous raconterai ça dans un autre podcast, mais pour le moment on parle de la vente de cette maison. Donc vous allez me dire, mais si c'était la maison de tes rêves, pourquoi tu l'as vendue ? Tout simplement parce que j'ai divorcé avec Jérémy, mon ex-mari, et forcément, je pouvais pas racheter la maison. J'ai essayé, j'ai demandé aux banques, etc. parce que c'était une volonté de ma part de garder cette maison au départ. Même si au niveau de l'entretien, clairement, c'était ingérable pour moi toute seule. Avec le recul aujourd'hui, ça aurait été du suicide de racheter cette maison seule, de devoir l'entretenir seule et plus les chevaux, plus j'aurais pété un câble, j'aurais plus mon taf, j'aurais jamais réussi toute seule à gérer cette baraque. Donc non, c'était le bon choix, c'était de la vendre. Donc on l'a mis en vente quand on s'est séparés. On s'est séparés en novembre 2023. On a mis la maison en vente en février 2024. Ça a été un calvaire. On a choisi de faire, et quelle erreur, appel à 2 amis. Ma meilleure amie à l'époque, qui était agent immobilière mandataire, et un des meilleurs amis d'enfance à Jérémy qui gérait une agence immobilière. C'est très mauvaise idée. Très mauvaise idée parce que moi, ma meilleure amie à l'époque, Alissa, avait très bien fait son travail, je trouvais, elle était assez motivée, elle nous tenait au courant régulièrement, etc. Je trouvais que c'était bien. Par contre, Cédric, le meilleur ami d'enfance de Jérémy, mon ex-mari, c'était clairement une catastrophe. Il s'en battait les steaks. Pourquoi ? Parce qu'on était des potes, donc en fait, tout était fait à l'arrache, on n'avait pas vraiment signé de trucs, on se tapait dans la main, enfin, quelle erreur, quelle erreur. Il était absolument pas spécialisé dans les propriétés agricoles, comme nous, c'est-à-dire équestres, quoi, avec parfois des clients qui sont attirés, qui sont très spécifiques. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, hein. Et avec de l'administratif très spécifique. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et donc,
Cédric, il a une agence immobilière, il fait son taf, d'agent immobilier, mais même pas en fait, j'ai envie de vous dire. Il fait même pas son taf, ni d'agent immobilier, ni d'ami, parce qu'il s'en bat les couilles. Pour lui, c'est un bien, un peu niché. Il se dit qu'il y aura bien un con qui va se lever un jour et qui sera intéressé par notre bien et puis si c'est le cas, bah, tant mieux et puis, voilà. Il faut savoir que vu que c'était un des meilleurs amis de Jérémy, il avait choisi de baisser fortement ses commissions et vu que entre guillemets, il était pas très bien payé, bon, il a pris quand même 10 ou 15 000 balles sur la vente, hein, mais bon, il nous a toujours dit: «De toute façon, je suis pas payé, je fais ça comme ça», mais bon, il a pris quand même 15 000 balles, enfin, je sais plus, c'est 10 ou 15 000 balles, hein, donc il a quand même eu ça comme les gars, hein, il a pas travaillé gratos, hein, mais bref et il était toujours en train de dire: «Ouais, je gagne pas d'argent, je fais ça parce que vous êtes mes copains», bref, le genre, quoi. Donc on a choisi totalement de faire confiance et forcément, alors c'est pas, des clients que Alissa, a eu, mais c'est des clients que lui a eu. Donc on a eu plusieurs visites et cetera et on a ces clients-là, dont je tairai le nom bien sûr, ces clients-là, qui viennent visiter, la maison. Ils ont des chevaux, c'est un couple avec des enfants, leur rêve, c'est d'avoir leurs chevaux à la maison. Jusque-là, tout va bien. Ils visitent, la maison, ils disent tout de suite alors ils visitent la maison, en mars 2024, hein. Ils disent tout de suite qu'ils sont intéressés, qu'ils veulent, la maison, que, c'est super, et cetera. Bon, OK, Cédric nous dit: «Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds». When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. C'est à cette période-là assez compliqué le marché immobilier encore, moins qu'aujourd'hui je dirais quand même. Mais ça commence à être compliqué le marché de l'immobilier et les biens se vendent mal ou très peu et les gens qui visitent, ils sont très pignoleurs quoi, forcément. Ils ont plein de choix. Les vendeurs, bah, ils vendent, pas ou peu. Donc les acheteurs, en tout cas ceux-là, se sentent un peu pousser des ailes et nous mènent clairement, vous allez voir, en bateau, ça va être un calvaire. Ça va être un calvaire de plus d'1 an et on va passer vraiment par des moments extrêmement difficiles. Je vais pas avoir de tabou dans ce podcast. Je vais vous dire vraiment comment ça s'est passé, vraiment comment moi je l'ai vécu, comment Jérémy aussi, mon ex-mari l'a vécu. Heureusement, dans ce «malheur» entre guillemets, on s'entendait très, très bien. Je dis on s'entendait parce qu'aujourd'hui on n'a plus trop de contact avec, Jérémy, mais on s'entendait vraiment très, très bien et c'est ce qui a permis qu'on tienne le coup parce que ça a été clairement un calvaire. Donc ces gens-là visitent, tout de suite ils disent qu'ils sont intéressés, mais tout de suite ils nous disent aussi, ils disent à l'agent immobilier qui nous rapporte les faits, qu'il faut qu'il fasse venir des gens, des artisans pour faire des devis parce qu'il y a quelques travaux à faire. Alors effectivement, il y a la terrasse qui est à finir, il y a que 2 chambres, donc eux ils ont 3 enfants donc ils veulent 3 chambres ou un truc comme ça. Ils ont 2 enfants et du coup ils veulent 3 chambres, voilà. Bref, il y avait une chambre qui allait pas. On a également des dépendances qui sont pas finies, donc en fait, ça laisse un vrai potentiel. Ils veulent créer des chambres supplémentaires dans les dépendances et cetera et cetera. Donc bah, jusque-là, pas de problème, hein, ils font venir, qui ils veulent, hein. Nous, c'est normal, on trouve ça normal. Et s'ensuit, un défilement, mais clairement un défilement d'artisans, qui viennent prendre des codes dans tous les sens pour faire des devis. Ces gens-là, donc les potentiels acheteurs, on va les appeler monsieur et madame X. Monsieur et madame X reviennent 50 000 fois pour visiter. À un moment, alors ça a duré plusieurs mois, hein. À un moment, ils venaient presque tous les 2 jours visiter la maison. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, il fallait tout le temps qu'on parte. Et ça, je tiens à le préciser. On ne pouvait pas rester dans la maison.
C'était un commun accord avec l'agent immobilier. Il nous avait dit, bah, écoutez, moi, j'ai pas envie que vous soyez là quand ils visitent la maison, donc vous partez. Moi, les gars, je travaille de chez moi, hein. C'était un calvaire. J'étais obligée tous les 4 matins de me barrer. Au bout d'un moment, j'en ai eu tellement ras-le-bol que je lui ai dit, écoute Cédric, si tu veux faire visiter, maintenant je suis là. Parce que j'en ai marre de me barrer tous les 2 jours, là, ça suffit. Et surtout, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à visiter comme ça tout le temps, en fait? Il y a les artisans qui défilent, il y a eux qui visitent, pourquoi? Et un jour, bah, je suis là. Et je rencontre Madame X. Madame X ne me dit même pas bonjour. Enfin, elle me regarde, elle fait un signe de tête genre bonjour. Elle ne prononce même pas le mot bonjour. Cette personne fait du cheval, hein, donc elle connaît Ponycorn. Je sais qu'elle regardait mes vidéos. Je le sais parce que je l'ai appris par d'autres personnes qui la connaissaient, des clients à moi qui la connaissaient, etc. Elle ne me... Alors je dis ça, on s'en fout, hein, j'ai envie de vous dire qu'elle regarde Ponycorn ou pas, mais c'est tout ça pour vous dire qu'elle me connaissait de base. Donc je sais pas, hein, la moindre des choses c'est de dire bonjour. Même, j'ai envie de vous dire, même si elle ne me connaissait pas des réseaux, on dit bonjour. On visite la maison du vendeur, la maison qu'on va potentiellement acheter. La moindre des choses, c'est de dire bonjour. Là, elle me regarde du coin de l'œil, elle fait un signe de tête genre ouais, bonjour. Et elle continue de visiter la maison. Je la vois un peu paniquée. Je la vois inquiète, je la vois toucher les murs, je la vois regarder en long, en large. Alors, à ce moment-là, hein, ça fait, sans exagérer les gars, une dizaine de fois qu'ils viennent visiter la maison, hein. Donc, je comprends pas vraiment ce qu'elle fait. Moi, je pose beaucoup de questions à Cédric, je lui demande pourquoi. Et lui, il me dit, je sais pas, ils ont besoin, c'est des gens qui ont besoin de se rassurer. Il trouve tout le temps des parades comme ça. Je sens, alors moi je suis quelqu'un d'hypersensible au sens psychologique du terme et je ressens beaucoup les émotions. Et Cédric, tout de suite, je ressens qu'il ne nous dit pas tout et qu'il veut pas nous dire tout. Et en fait, vu que Jérémy me connaît, il sait que je suis hypersensible et que je peux facilement m'angoisser, m'énerver, etc. Il me dit d'arrêter de poser des questions à Cédric et que c'est lui qui gère. Donc ok, je lui fais confiance, hein, c'est mon ex-mari, on est restés 10 ans ensemble, 8 ans mariés, j'ai confiance en lui, donc je le laisse gérer. Sauf que ça traîne. Et alors on n'a pas d'autres visites en fait, c'est ça le problème, parce que si on avait eu quelqu'un d'autre qui nous disait on signe de suite, on aurait signé en fait de suite. Et il traîne. Il continue de visiter la maison comme ça. Je sais plus quel mois on est, mais je crois qu'on est au mois de mai, hein, de février à mai. Mars, avril, mai, ça fait 3 mois en fait que ça tourne en rond comme ça. Qui viennent visiter la maison sans exagérer. Alors au début c'est tous les 2 jours, après c'est toutes les semaines. Enfin voilà, ils continuent de visiter la maison, d'aller à droite, à gauche, à droite. Ils font venir des artisans dans tous les sens. Alors c'est le défilé à la maison, ça devient ingérable. Et il y a un moment, on tape des poings sur la table et on dit à Cédric, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils veulent acheter ou ils veulent pas acheter? Cédric dit, ouais, il faut pas les brusquer, c'est des gens qui sont un peu susceptibles, c'est des gens un peu compliqués, donc je les laisse faire. Au bout d'un moment, avec Jérémy, on se dit, bon, on va essayer un coup de poker. Nous, on en avait marre, hein, on était séparés, on avait envie de refaire nos vies, et puis surtout, on avait besoin de récupérer l'argent de la maison, parce que, sans vous mentir, on était donc associés dans notre société Ponycorn, et Ponycorn, à cette période-là, connaît un gros down financier. On doit beaucoup d'argent à l'URSSAF. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'en fait, en début d'année, juste avant de mettre la maison en vente, je subis un très gros burn-out avec une paralysie faciale qui m'empêche de travailler pendant 2 mois. Je suis défigurée, j'ai la moitié du visage qui fonctionne plus comme un AVC, mais c'est pas un AVC. Et du coup, tout l'argent qu'on gagnait s'arrête d'un coup brutalement. Il y a 2 salaires à sortir. On a une boutique en ligne, donc il faut acheter le stock. On a des traites, on a des charges, on a plein de trucs à payer. Sauf que pendant ce temps-là, il y a 0 € qui rentre. Je ne fais plus d'événements. Les partenaires m'ont lâché puisque je ne peux plus faire de publicité sur les réseaux. J'ai plus rien qui rentre. Je ne peux plus faire de sketch parce que je suis défigurée. Donc en fait, il n'y a plus de vidéos. Il n'y a plus d'événements. Heureusement, dans mon malheur, les vidéos, j'avais toujours extrêmement beaucoup d'avance. Donc j'ai quasiment 1 mois d'avance de vidéos à l'époque. Et ça me sauve la mise parce que, en fait, heureusement, j'ai quand même du contenu qui continue de se produire parce que j'ai jamais anticipé, mais je suis quelqu'un de très organisé et j'ai toujours beaucoup de contenu d'avance au cas où si je tombe malade. Donc là, c'est heureusement que j'ai pensé à ça parce que c'était le cas.
Et donc, on est dans un down financier, mais vous n'imaginez même pas, on doit plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'URSSAF. Ça se compte en prix d'un appartement. Et on ne sait pas comment on va faire. On n'a aucune solution. On a vidé toute la trésor. On a vidé tous nos livrets épargne à nous, perso. On a vidé tous nos comptes perso pour payer ça et on n'arrive pas à s'en sortir. Et en fait, la vente de la maison va réussir à débloquer cette situation, c'est-à-dire va finir de payer les dernières traites qu'on doit à l'URSSAF, qui sont encore quelques dizaines de milliers d'euros. Et en fait, on croise les doigts de tout ce qu'on peut, parce qu'en fait, l'URSSAF, on leur demande de patienter, mais eux, ils en ont rien à secouer, quoi. Donc en fait, si jamais on n'arrive pas à payer, ils vont hypothéquer la maison. Enfin, il va y avoir des conséquences terribles. Donc, vous imaginez notre état d'angoisse et de stress, et avec ces gens-là qui, depuis 3 mois, nous font tourner en bourrique en nous disant qu'ils sont très intéressés par la maison, puis en fait non, puis en fait oui, puis ils vont voir d'autres, et puis de toute façon si, et ça, et ça. Et c'est le défilé des artisans, et c'est le défilé des visites et tout. On se dit avec Jérémy, on va essayer un coup de poker, on va faire une proposition du prix de la maison. Parce que depuis le début, ils disent que la maison, elle est un peu chère. Donc au début, la maison, on l'avait mis à 400 000 euros. Et on décide de faire un coup de poker et de leur proposer à 350 000 euros. Franchement, avec le recul aujourd'hui, on est complètement con. Mais complètement con. Parce que on s'est tiré une balle dans le pied tout seul, on a baissé notre culotte, et de toute façon, quoi qu'il arrive, ces gens-là auraient acheté notre maison, puisqu'ils avaient eu le coup de cœur et parce que c'était dans leur budget, etc. Sauf que, en fait, c'était des gens qui étaient très vicieux, très malhonnêtes, surtout la femme. Et en fait, je l'ai appris. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai appris par des gens, comme je vous disais, des clientes à moi qui la connaissaient bien, plusieurs clientes, et en fait qui m'ont dépeint cette personne comme quelqu'un de très malhonnête, d'hystérique, qui a arnaqué des maréchaux ferrants, des gérants de pension. Elle est connue comme le loup blanc dans ma région, comme quelqu'un qui fait chier les gens, qui est folle, qui fait ça, qui venait dans les pensions en pleine nuit vérifier que ses chevaux aussi, ça, qui était tout le temps après les gens sur s'occuper de ses chevaux mieux que les autres, parce que vous comprenez, cette dame, elle est et ses chevaux, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, elle se prend pour je ne sais qui. Bref, je suis pas du tout objective, les gars, parce que cette personne, je pense que si je la croise dans la rue un jour, je pense que je l'insulte. Alors, je suis quelqu'un de super calme. Je déteste personne dans ma vie. J'aime pas le conflit à la base. Je suis balance, les gars. Mais elle, clairement, je peux pas. Je peux pas. J'ai envie de l'étrangler. Elle m'a fait vivre un calvaire pendant plus d'1 an. Et elle s'en foutait, clairement. Je lui ai écrit une lettre pour lui expliquer notre situation. Enfin, je vais vous expliquer, hein, je suis en train de spoiler la suite et tout, mais cette femme, elle m'a fait vivre un calvaire. Mais un calvaire. Volontairement, en plus. C'est ça le pire. Donc, j'en reviens au truc où on baisse notre prix de 50 000 balles. Là, on leur met un ultimatum. On leur dit que c'est oui ou non. On leur laisse 15 jours de réponse. Si dans les 15 jours, ils répondent pas, c'est mort, on ne veut plus qu'ils achètent la maison. Cédric fait son taf d'agent immobilier, leur met un coup de pression. On arrive à signer un espèce d'accord, un compromis. Alors je vous dis un espèce d'accord parce que vous allez voir, les péripéties de cette histoire, elles sont dingues. J'espère que si vous vendez un bien immobilier, vous n'êtes pas trop angoissé avec cette histoire, parce que franchement, je le souhaite à personne. Hein, ce qu'on a vécu, je le souhaite vraiment à personne. Aujourd'hui, ça m'a beaucoup échaudé quant à l'achat immobilier et à la revente forcément. Mais voilà, bref, je continue puisque ce podcast va faire 1h30. Donc du coup, ils arrivent à signer un espèce de compromis qu'on signe avec Cédric. Mais encore une fois, on est complètement con, hein, Jérémy et moi, on choisit de faire complètement confiance à Cédric. On lit même pas le compromis de vente. Même pas. On signe un espèce de compromis qui n'a ni queue ni tête, où c'est marqué en gros à l'intérieur que on promet de vendre notre maison à ces gens-là sous réserve qu'ils aient l'argent. Sous réserve qu'ils aient l'argent, c'est tout à fait normal. Sauf que nous, les informations qu'on avait, c'est que ils avaient vendu leur maison, ils avaient l'argent à disposition, et comment dirais-je, ils avaient mis en vente leur maison avec un acheteur sous compromis,
et ils avaient juste besoin d'un petit pré-relais le temps que le compromis se signe. Nous, on avait ces infos-là. À l'époque, on était au mois de juin-juillet. On signe le compromis. Dans le compromis, c'est donc marqué que dans 3 mois, on va chez le notaire, etc. Donc ça tombait au mois d'octobre. Donc non, je dirais ça doit être juillet-août. Donc nous, très heureux, on a signé le compromis, tout se passe bien. Je me rappelle à l'époque, je vais faire une compète de CrossFit à Valménier. On est super content avec Jérémy parce que ça y est, ça se décante. On sait qu'au mois d'octobre, on va pouvoir s'en aller. Au plus tard, au 1er novembre, hein, c'est ce qui est marqué dans... Enfin, c'est même pas ce qui est marqué, rien n'est marqué dans ce putain de compromis justement, mais c'est ce que Cédric nous dit, octobre-novembre, c'est fini. Bon, tout va bien. On se dit avec Jérémy, on a encore 3 mois d'URSSAF à tenir. On savait que à l'automne, c'était le pire. En fait, l'URSSAF, tous les mois d'échéance qu'on avait demandé à, entre guillemets, à l'URSSAF de bloquer, on allait devoir les payer en fait à la fin de l'année. Et on se disait que ça tombait vraiment pile poil, quoi. Donc on s'en soucie pas, les mois passent, blablabla, et elle continue de venir visiter la maison. Cette espèce de fracasse de Madame X. On comprend pas. On demande à Cédric pourquoi elle visite la maison. Il nous dit oui, c'est qu'elle voudrait acheter un terrain supplémentaire à côté via la SAFER. Ok. La SAFER, en fait, est venue nous voir. La SAFER, c'est un espèce d'organisme qui gère un peu la vente des terres agricoles. Tous ceux qui ont eu affaire à la SAFER sauront de quoi je parle. C'est une horreur. Ce sont des gens sans scrupules qui bloquent des ventes pendant des années parce que, en fait, je vais expliquer ça très mal, mais en gros, c'est une espèce d'appel d'offres, enfin, un espèce d'appel d'offres où, en fait, ils bloquent votre maison à la vente et ils demandent à tous les agriculteurs du coin si ça les intéresse pas. Et en fait, ils ont des espèces de contrats à la mort moelle-neu qui durent pendant des années. Et auquel cas, si personne n'est intéressé, ils remettent votre maison en vente à des particuliers. Donc la SAFER, quand Madame X s'intéresse au terrain à côté, viennent nous voir et nous demandent en direct si on ne veut pas passer par eux. On leur dit non, merci. On passe par un agent immobilier. Les nanas, très sympas hein, au passage, hein, très mielleuses de la SAFER, très faux cul, vraiment, franchement, là, c'est pareil, je suis pas objective. La SAFER, c'est des enfoirés de première. Sincèrement, si un jour, vous avez des terres agricoles à acheter, que c'est par la SAFER, fuyez. Si un jour, vous devez vendre des biens agricoles et que vous devez passer par la SAFER, fuyez. La SAFER, fuyez. C'est une horreur. Il y a des gens que je connais qui ont failli se mettre fin à leur jour, on va dire ça comme ça pour pas avoir de blocage, je ne sais quoi, par Spotify, mais qui ont failli mettre fin à leur jour, clairement, à cause de la SAFER. Parce que leur vente de biens agricoles a été bloquée pendant des années et ils croulaient sous les dettes, comme nous. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc on dit non à la SAFER, on dit non, 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 non. Sauf que ce qu'on ne sait pas à cette période-là, on l'a appris quasiment 6 mois plus tard. Madame X nous fait un petit dans le dos et signe un contrat avec la SAFER. Cédric également nous fait un petit dans le dos. Il signe un contrat avec la SAFER. C'est-à-dire qu'il cède la maison, la vente de la maison à la SAFER. Experience a membership that backs your business journey with American Express Business Platinum. Earn 5 times membership rewards points on flights and prepaid hotels booked on AmexTravel.com. Plus, apply to find out your welcome offer, which could be as high as 300,000 membership rewards points. American Express Business Platinum. There's nothing like it. Terms apply. Welcome offers vary, and you may not be eligible for an offer. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amazon Health AI presents Painful Thoughts. Why did I search the internet for answers to my cold sore problem? Now I'm stuck down a rabbit hole filled with images of alarmingly graphic sores in various stages of ooze. I can clear my search history, but I can never unsee that. Don't go down the rabbit hole. Amazon Health AI gets you the right care, fast. Healthcare just got less painful. Il nous fait un petit dans le dos parce qu'il nous dit qu'il faut signer un autre papier propre à la vente de la maison.
nanani, nanana. Moi, comme je fais confiance à Jérémy, c'est un peu le facteur. Cédric lui dit un truc et Jérémy me rapporte le truc. Sauf que Jérémy, il y connaît absolument rien. Cédric non plus, hein, Cédric, l'agent immobilier, n'y connaît strictement rien non plus au bien agricole. Et en fait, il nous vend le truc comme oui, vu qu'elle veut acheter un terrain à côté, faut signer ce papier en plus qui autorise de rattacher le terrain à la maison. Voilà, il nous l'a fait comme ça. À aucun moment, il nous parle de la SAFER. Alors s'il nous dit elle achète le terrain via la SAFER, mais moi, je suis toujours votre interlocuteur. Ok. Sauf que ce contrat qu'on signe, qu'on ne lit pas encore comme des cons. On ne le lit pas. Parce que pourquoi on me fait confiance en fait? Moi j'étais dans un état, clairement à l'époque, pour être très très franche avec vous, j'étais en dépression totale. Je sortais de mon burn-out, je m'étais séparée de mon ex-mari, j'avais des histoires avec des mecs, des histoires perso, des histoires, j'allais dire des histoires d'amour, non, des histoires de cul avec des mecs, c'était une catastrophe, je tombais que sur des bolos, donc j'avais des chagrins d'amour sur chagrin d'amour sur chagrin d'amour. J'étais dans une période perso extrêmement compliquée. J'avais mes TCA, mes troubles du comportement alimentaire qui étaient revenus, j'étais anorexique plus, je bossais comme une dingo, c'était vraiment une période très très noire pour moi. Et en fait, Jérémy m'avait dit qu'il gérait cette partie-là. Et en fait, j'ai choisi de lui faire confiance, sauf qu'en fait, Jérémy était aussi clairement en dépression et il en pouvait plus. Et entre nos problèmes financiers, nos problèmes perso, lui il était très malheureux aussi, il était tout seul, on venait de se séparer, il était dans un espèce de déprime, de post-séparation, enfin c'était vraiment vraiment une période très noire, ce qui fait qu'on signe le contrat sans absolument rien lire et on fait confiance à Cédric. Sauf que ce contrat qu'on signe, c'est un contrat avec le diable les gars. Parce que en fait ce contrat cède tous nos biens à la SAFER, qui en fait, signe un autre contrat avec monsieur et madame X, et dans cet autre contrat, monsieur et madame X mettent plein de clauses. Ils mettent la clause numéro 1 qui est de vendre leur maison au meilleur prix qu'ils le souhaitent à qui ils veulent. Tant que la vente de leur maison n'est pas faite, ils ne verseront pas et n'achèteront pas notre maison. Ce qui fait qu'en fait l'histoire que leur maison était sous compromis était totalement fausse, en fait pas du tout, ou alors elle l'était, mais ils ont annulé la vente puisque en fait dans cette clause de contrat ils voulaient vendre leur maison au meilleur prix. Donc en fait peut-être que c'était vrai qu'elle était sous compromis quand ils ont signé le premier compromis, mais en fait la vente ne s'est jamais faite, cette première vente, et en fait leur maison a été remise en vente derrière. Donc il y avait cette première clause. La deuxième clause était que ils pouvaient annuler en fait le contrat si au bout de plus d'un an, par exemple on avait signé un contrat donc au mois de juillet, si en juillet 2024, si en juillet 2025 la vente de la maison n'était pas actée chez un notaire, la vente tout simplement était caduque et s'annulait. Sans aucune autre clause, c'est-à-dire qu'ils pouvaient tout simplement attendre. En fait, ils avaient réservé, voilà, j'essaye de vous l'expliquer au mieux parce que c'est très complexe. Ils avaient réservé la maison, uniquement réservé la maison, sans verser aucun acompte. Alors s'ils avaient versé un acompte à la SAFER de 10 000 balles, mais nous on n'avait rien, rien du tout. Donc ils avaient réservé la maison pendant 1 an, et pendant cette année, ils avaient plein droit de faire ce qu'ils voulaient. Attendre l'année complète, ne pas attendre l'année complète, bref. Donc nous, tout ça, au mois de juillet, quand on signe ce truc, à aucun moment on a conscience de ça. Pour nous, on va vendre la maison normalement à un notaire au mois d'octobre-novembre. C'est ce que Cédric nous a dit, bon, on part là-dessus. Sauf qu'en fait, on signe cet arrêt de mort, on signe ce contrat avec le diable. Quelques semaines après, on est toujours au mois de juillet, juillet-août, là, quelques semaines après, et voilà. Nous, on le sait pas à cette période-là, donc on est là, on vit notre truc, et arrive le mois d'octobre-novembre. On envoie un message à Cédric, et Cédric, on n'a toujours pas de tes nouvelles pour le rendez-vous chez le notaire, c'est quand? Et là, Cédric nous dit, je me renseigne. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, on relance Cédric. Je me renseigne. Jérémy, au bout d'un moment, même si c'est un de ses meilleurs amis, il pète un câble. Il l'envoie chez, il lui dit maintenant, Cédric, tu vas nous donner une réponse tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas de rendez-vous chez le notaire? Qu'est-ce que tu nous caches? Et là, Cédric,
qui avait lui aussi signé un truc avec la SAFER sans exactement savoir ce qu'il signait, commence à faire des recherches quand on s'énerve de savoir quand est-ce qu'on va signer chez le notaire. Et il découvre ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Et là, il sait qu'on a le couteau sous la gorge avec l'URSSAF, il sait qu'on est dans une situation financière plus que critique, qu'on a, clairement, je vous le dis clairement, on a dû bloquer le remboursement du prêt de la maison à la banque parce qu'on ne pouvait plus payer. Donc on n'a plus de thunes pour faire les courses, on n'a plus de thunes pour payer notre loyer, on ne sait plus comment on va faire. Et en plus, en anticipation, on avait donc pris chacun un appartement à partir du 15 octobre. Moi, je suis rentrée dans mon appartement le jour de mon anniversaire, donc le 21 octobre, pour anticiper la vente chez le notaire. Et là, on est fin octobre, on a tous les deux un appartement qu'on paye. On a la vente, le prêt de la maison qui est bloqué parce qu'on ne peut plus le payer. Et cette vente-là où on n'a pas de nouvelles. Cédric se renseigne, apprend ce que je viens de vous expliquer avec la SAFER et nous le retransmet. Clairement, les gars, je n'ai jamais ressenti une telle détresse à ce moment-là. Parce que un mois après, l'URSSAF nous demandait plusieurs dizaines de milliers d'euros à donner tout de suite. Et là, c'est la première fois dans ma tête, c'est pas bien ce que je vais vous dire, et c'est pas du tout une solution. Et la preuve, j'ai tenu bon et aujourd'hui, je m'en suis sortie. Donc c'est un message d'espoir. Mais dans ma tête, pour moi, je me suis dit, le seul moyen qu'on puisse s'en sortir, c'est mettre fin à ces jours. L'un de nous, puisqu'on était encore officiellement mariés, en fait, on devait attendre la signature de la vente de la maison pour pouvoir divorcer afin de ne pas payer des frais de notaire supplémentaires sur cette maison. Donc, en fait, on était encore officiellement mariés. On avait une assurance dans cette maison qui stipulait que si l'un des deux conjoints, époux, venait à décéder, l'assurance payait le reste de la maison. Et en fait, avec Jérémy, on se concerte, je me rappelle un soir, on est dans mon appart, on discute. Et on se dit, voilà, il y a plusieurs solutions. Soit il y en a un de nous qui meurt. Faut pas que ce soit un CIDE, parce que sinon ça fonctionne pas l'assurance, donc il faut que ce soit maquillé. Voilà, on est en train de planifier des trucs comme ça, les gars. Je sais pas si vous imaginez le taux de désespoir qu'on a à l'intérieur de nous, de détresse, pour penser des choses comme ça. Parce qu'on ne pouvait plus payer, en fait. Et Jérémy me dit, on se dit, il y a cette solution-là, ou alors on met le feu à la baraque. Il y a une assurance d'incendie, et là, on réfléchit, et on se dit, non, parce que l'incendie, ça met des années, ça va tout bloquer et tout, c'est mort, ça sert à rien et tout ça. Et là, on se quitte sur ça. On se dit pas, on va prendre une décision radicale, on se quitte sur ça, et moi, j'y pense. Je me dis, si j'ai pas d'attache, à l'époque, je suis brouillée avec ma famille, je viens de me séparer, je tombe que sur des bolos, j'ai pas d'amoureux, j'ai rien. Et en fait, le seul truc qui me tient, c'est mes animaux. Je me dis, qui va s'occuper de mes animaux? Et de deux, c'est triste à dire, mais c'est mon meilleur ami, qui est à l'époque mon ex-mari, Jérémy, où je me dis, je pense que si je fais ça, je lui brise sa vie, en fait, parce que le mec, d'avoir ça sur la conscience, où il se dit, elle a fait ça pour solutionner une situation, pourquoi c'est moi qui ne l'ai pas fait et tout ça. Et là, je me dis, non, faut que je trouve une autre solution, quoi. Mais je pense à ça, alors que je suis pas du tout quelqu'un comme ça. J'ai eu plusieurs dépressions dans ma vie, j'ai vécu des moments très difficiles, j'ai perdu ma cousine d'un cancer du sein triple négatif à 43 ans, c'était comme ma grande sœur. J'ai eu une paralysie faciale, j'ai une séparation. Je sors quand même d'une période où je me bats. Lolo, ma cousine, elle est morte quelques mois avant ce que je suis en train de vous raconter, hein. Donc je sors vraiment, je pense que c'est aussi le cumul de tout ça qui fait que je suis à bout. Je me dis, à quoi bon la vie, ça sert à rien que ce soit vécu. Quelle erreur, les gars. Quelle erreur. Aujourd'hui, je suis très très heureuse d'avoir tenu bon, hein, sincèrement. Mais en vous racontant ce podcast, j'ai des grosses angoisses qui remontent, hein. J'ai très mal au ventre en vous racontant ça parce que c'est des moments qui sont très 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 durs pour moi.
J'ai mis beaucoup de temps à faire ce podcast parce que j'avais pas forcément envie de parler de ça, mais je me dis que ça peut donner des messages d'espoir à des gens qui vivent des situations similaires ou pas, mais qui se retrouvent au bout du tunnel, là, enfin au fond de l'impasse, je veux dire, et qui se disent je verrai jamais le bout du tunnel. Bah si. Quand on arrive au fond de l'impasse, on peut encore grimper le mur. C'est dur de grimper le mur, c'est clair. Ça fait mal aux ongles, ça fait mal partout parce qu'on n'arrive pas à s'accrocher, on glisse, on tombe. C'est une horreur. Mais quand on arrive à grimper ce putain de mur, derrière, ça y est, c'est fini quoi. C'est la fin. Et je me fous un coup de pied au cul. Je me dis, je peux pas rester comme ça. Et je décide d'en parler à ma famille. À l'époque, j'appelle ma marraine en pleurs, en lui disant j'ai besoin d'aide financière. Elle peut pas m'aider parce qu'elle a pas une thune. Mais j'essaye de tout faire. Chez Ponycorn, la société, elle est dans un état catastrophique. On appelle des partenaires pour leur dire que au niveau du stock, on peut pas payer le stock de la boutique parce que voilà la situation, ils nous accordent un délai de paiement. Enfin, bref, on a des partenaires quand même en or qui comprennent la situation et tout ça et qui nous aident en mettant les paiements en off, entre guillemets, pour qu'on puisse ressortir la tête de l'eau. Et s'ensuit des mois et des mois et des mois d'angoisse, de problèmes. Enfin, je me rappelle, Jérémy, c'était en flux tendu. Alors, je pouvais retravailler, hein. Je refaisais des événements, des trucs comme ça. Et en fait, comment dire, j'en avais tellement de charges qui rentraient, l'URSSAF nous prenait de l'argent. Hein. En fait, l'URSSAF, dès qu'il y avait de l'argent qui rentrait sur le compte pro, ils ponctionnaient. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on leur devait beaucoup d'argent. Donc, dès qu'ils voyaient que le compte était en positif, paf, ça prenait à la source, en fait. Hein, ça se passe comme ça. Hein. Donc, en fait, je me rappelle, j'ai mis pour pouvoir qu'on puisse vivre et nous payer nos salaires. En fait, on disait aux partenaires, allez-y, faites le virement. Au moment où ils faisaient le virement, hop, on récupérait l'argent et on se versait cet argent en salaire pour pouvoir manger. C'était la base, en fait. Ça ne tenait qu'à ça. Manger, payer nos loyers. Et en fait, grâce à cette méthode et que Jérémy était tellement au taquet sur les comptes bancaires, on a réussi à tenir comme ça plusieurs mois. Ce qui fait que j'ai jamais eu un loyer de retard, lui non plus. Et surtout, on a réussi à manger. C'était à ce point-là, les gars. On avait à peine de quoi se nourrir. Enfin, on faisait nos courses, mais on ne savait pas si la semaine d'après, on allait pouvoir les faire, en fait. Ça a été comme ça de octobre 2024 à mai 2025. Oui, les gars, mai 2025. Cette situation, elle se décante pas. Et jusqu'à je dirais 1 mois avant la signature officielle chez le notaire, on ne savait pas si on allait vendre cette maison. On prend conscience qu'au mois de juillet 2025, à la fin, vous savez, du délai de réservation, là, que la maison, elle peut être remise en vente à tout moment et que, en fait, on a fait tout ça pour rien. C'est une horreur parce qu'en fait, on peut rien faire, on peut pas continuer de la mettre en vente et on est obligé d'attendre que monsieur et madame X veuillent bien se sortir les doigts du cul pour vendre leur maison. Et en fait, ils voulaient pas, ils faisaient poireauter parce qu'en fait, ils voulaient vendre leur maison au meilleur prix. Donc, c'est-à-dire que quand ils avaient des offres ou des machins, enfin, je suppose, hein, c'est moi qui fabule peut-être, mais en gros, ils voulaient vendre leur maison le meilleur prix, etc., etc. Bon, bref. La situation commence à se décanter, on apprend qu'ils vendent leur maison. Le compromis, tout est signé et que c'est bon, on va signer au mois de mai. On a une date du notaire, alors je vous passe les détails parce que ça a été de rebondissement en rebondissement. Un coup on avait une date, après le notaire annulait pour nous dire non monsieur et madame X en fait on n'a pas leurs nouvelles, donc on peut pas, on n'a pas tel papier de la SAFER parce que monsieur et madame X nous l'ont pas donné donc on peut pas mettre le rendez-vous. Jusqu'au bout, ils nous ont cassé les couilles jusqu'au bout. Et en fait, le pire du pire c'est que 2 semaines avant en fait, la signature officielle du notaire qui fait qu'enfin on a vendu la maison à monsieur et madame X. Monsieur et madame X se permettent, c'est surtout elle, parce que je vous expliquerai après comment au notaire ça s'est passé, de nous demander de s'installer dans la maison avant la signature du notaire. Bien sûr que vous imaginez qu'on est dans un état de colère absolue contre eux parce qu'en fait ils nous ont menti et puis ils nous ont caché la vérité
et ils ont signé un contrat en douce avec la SAFER sans tenir personne au courant. Bref, donc non, on n'a pas du tout envie de leur rendre service, donc on dit non. Eh bien, ils nous menacent d'annuler la vente. Et que si jamais on n'accède pas à leur requête, ils annulent la vente. Mais pour prouver leur bonne foi, ils acceptent de payer une pension, parce qu'en fait, ils voulaient mettre leurs chevaux. Et en fait, j'ai appris après qu'en fait, c'était si urgent, c'est parce qu'elle s'était fait jeter d'une pension, elle. Parce que, comme je vous le rappelle, elle était complètement hystérique. Et elle s'était encore fait jeter d'une énième pension en Vendée, parce qu'elle avait fait chier les gérants de pension, encore une fois, et qu'ils n'en pouvaient plus, et qu'ils lui avaient dit « tu prends tes chevaux et tu te casses ». Et en fait, elle se retrouvait à la rue avec ses chevaux. Donc nous, terrorisés, et j'ai envie de vous dire, on était complètement des petites fiottes, hein, parce qu'on se disait, ben non, on y croit encore, on veut vendre cette maison, l'URSSAF, on accepte. On impose un tarif de 15 € par cheval par jour, qui sont les tarifs classiques d'une pension. Ils refusent. Et ils nous indiquent qu'ils nous donneront le prix qu'ils veulent. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Ils nous donneront comme prix de pension pour 4 chevaux et 2 semaines, tenez-vous bien, 50 € les gars. 50 €. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est toujours ça de prix. Mais j'ai envie de vous dire, c'est se foutre de la gueule du monde, en fait. Parce que 50 € de pension pour 4 chevaux et squatter une baraque, c'est inadmissible. Mais bon, bref, voilà. J'ai envie de vous dire, ils auraient pu ne rien nous donner. Ils nous donnent 50 balles en fraîche, en plus. Hein, jusqu'au bout. Hein. Rien n'est acté, enfin bref. Et en plus, alors, ils nous disent qu'ils veulent mettre que les chevaux. Donc au passage, c'est juste pour les chevaux, blablabla. Sauf qu'en fait, ils squattent notre maison, les gars. 2 semaines avant la signature du notaire, ils emménagent dans la baraque et ils commencent à faire des travaux dans la maison. Et là, moi, je le découvre en fait parce que un jour, on a encore les clés, on arrive dans la maison, ils n'étaient pas là. Bah, on n'était pas censé savoir qu'ils emménageaient en fait. On arrive dans la maison, on veut vérifier que les chevaux sont bien installés ou quoi que ce soit. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils ont posé des meubles, les chevaux sont dans les prés, ils ont posé des meubles dans la maison et ils ont commencé à arracher des plaintes. Et là, on pète un câble. On pète un câble auprès de Cédric, on dit « mais c'est quoi ces gens? Ils sont en train de squatter la baraque, c'est une catastrophe et tout et tout ». Et en fait, Cédric nous dit « écoutez, de toute façon, il nous avoue que ça fait des mois que de toute façon, il a plus de contact quasiment avec eux parce qu'ils ne répondent plus à ses mails, que le notaire c'est pareil, que c'est des gens qui en font qu'à leur tête et qui ne sont absolument pas honnêtes en fait, et que Cédric me dit je croise les doigts pour qu'ils arrivent chez le notaire et qu'on signe en fait, parce qu'il a un doute. Il a carrément un doute de l'honnêteté de ces gens-là. Il sait même pas si c'est pas des squatteurs et tout ça quoi. Donc là, moi, franchement, on est à 1 semaine, je crois, de signer la maison. J'ai fait 1 semaine d'insomnie. C'était les moments les pires de ma vie. Je me disais, je crois en ma bonne étoile. Si j'en ai une, c'est maintenant qu'elle va me soutenir parce que c'est intenable. C'est intenable. Et en fait, on flippait, on passait devant la maison tous les jours pour voir s'ils foutaient pas la merde, s'ils cassaient pas des trucs. En fait, l'assurance ne marchait pas. La maison était officiellement à nous et on avait, comment dirais-je, une assurance habitation, mais à nos noms. C'est-à-dire que s'il y avait des squatteurs qui cassaient, l'assurance n'aurait pas marché, puisqu'en plus, officiellement, on habitait dans chacun dans nos appartements respectifs, en fait. On habitait plus dans cette maison. Donc je ne sais pas si vous imaginez le micmac, j'en bafouille tellement que ça me stresse, cette histoire encore. Mais vous imaginez le micmac. On a des squatteurs dans notre maison, on a 4 chevaux dans cette baraque et on ne sait pas comment faire pour les virer si jamais ils ne signent pas chez le notaire.
Et avec Jérémy, le jour, on dort pas, hein, ni lui ni moi, hein. Lui dans son appart, moi dans mon appart. On s'appelle tous les jours, on est en stress, enfin c'est une horreur. Et je me rappelle qu'à cette période-là, on fait énormément de sport pour évacuer, parce qu'on devient fou. Moi, je m'alimente plus. Enfin, je vous dis, c'est une horreur. C'est une période difficile, vraiment. Et le jour du notaire arrive, et on avait demandé à Cédric de nous prévenir s'ils étaient là ou pas. Et en fait, c'était un micmac de ouf, parce qu'en fait, ils avaient 1 heure avant notre rendez-vous du notaire, ils avaient un autre rendez-vous notaire, eux, où ils vendaient leur maison. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils vendaient leur maison le jour même où ils achetaient la nôtre. Donc en fait, il y avait tellement de paramètres, si vous voulez, pour que ça foire, qu'on était sûr que ça allait pas marcher, quoi. Donc avec Jérémy, même le jour du notaire, on s'est dit, de toute façon, ça va capoter, les acheteurs de leur baraque vont jamais venir, blablabla. Enfin, ils nous ont fait chier, vous imaginez même pas jusqu'au bout, ces connards de Monsieur Madame X. Donc on avait demandé à Cédric de nous prévenir s'ils étaient bien chez le notaire pour signer la vente de leur maison à eux, et savoir si on se déplaçait ou pas, en fait. Vraiment, parce qu'on pensait jusqu'au bout qu'ils ne viendraient pas et que c'était des squatteurs, quoi. Et en fait, Cédric nous appelle pour nous dire, c'est bon, ils sont là, ils signent leur vente de maison. Donc, c'est bon signe. Et là, avec Jérémy, on a un espèce de coup de stress qui descend. On se dit, ça y est, en fait, on va vraiment vendre la maison. Et là, on décide de faire les rebelles et d'arriver avec plus de 20 minutes de retard. Et en fait, Cédric nous appelle plusieurs fois. Vous venez, parce que là, tout le monde s'inquiète, tout le monde pense que vous n'allez pas venir. Et là, avec Jérémy, c'est le seul moment en 1 an et demi où on est satisfait de notre connerie, parce que c'est la première fois que Monsieur et Madame X sont inquiets, en fait. Parce qu'ils nous ont menés à la baguette comme des clébards depuis le départ. Et c'est la seule fois où, en fait, on se dit « Putain, j'espère qu'ils stressent, quoi ». Parce que là, ils ont vendu leur maison officiellement, mais ils n'ont pas acheté la nôtre, donc ils sont à la rue, en fait. Et on décide de faire durer le suspense. On reste un moment sur le parking et on se regarde, je me rappelle, on se dit, ça y est, quoi, c'est fini, putain, c'est fini, quoi. Et on arrive chez le notaire, et là, je sais pas, moi j'ai une espèce de descente de stress, et j'ai un espèce de comportement, mais les gars, condescendant, mon pote, limite désinvolte, en fait, où je la regarde de haut, puis je rigole, je me reconnais pas. Franchement, je me reconnais pas du tout. Je la fixe dans les yeux, je lui fais baisser le regard, je me moque d'elle, je suis une vraie pétasse. Sincèrement, je suis une vraie pétasse chez le notaire. Je fais des blagues, alors que elle et son mari sont extrêmement stressés. Elle regarde son papier, elle lève pas les yeux. Elle nous regarde jamais, jamais. Elle se sent très très mal à l'aise. Et c'est à ce moment-là que je prends conscience que moi j'étais très fâchée contre les deux, contre le mari et la femme, parce que je me disais c'est eux qui achètent notre baraque, hein, c'est les deux. Et j'avais pas eu toutes les infos sur la femme, hein, je les ai eues après, comme je vous ai raconté, qu'elle s'était fait jeter des pensions, que les maréchaux ferrants pouvaient plus, bref, on avait à ce point-là même menacé de mettre le feu à leur maison, enfin bref, c'est à ce point-là, hein. Bref, c'est pas plus intelligent, mais bon. Et c'est pour vous dire à quel point elle était détestée. Et en fait, je mesure au moment du notaire que son mari, c'est un pauvre mari, quoi. Mais vraiment au sens strict du terme, il se fait clairement maltraiter. Mais vraiment. Je vois un monsieur tout penaud, d'une gentillesse extrême, qui nous dit bonjour, qui nous regarde dans les yeux, qui s'excuse de vivre, clairement. Le monsieur, dès qu'il prend la parole, elle le casse et il s'excuse. Je n'ai jamais vu ça. Pendant un moment, il y a un moment tellement mignon. Les notaires nous demandent nos dates de mariage, si c'est bien les bonnes. Donc nous, il nous dit, voilà, vous êtes mariés le 18 juillet 2015, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vous, monsieur et madame X, vous êtes mariés le temps de machin. Et lui, il dit, non, il y a une erreur dans la date. L'année, c'est pas celle-ci, c'est 2022. Et la femme, au lieu de dire... Enfin, je sais pas, moi, mon mari se souvient de la date de mon mariage, ça fait tellement plaisir. Les hommes, souvent, on dit qu'ils sont pas trop au point là-dessus, sur les dates, tout ça. Ils sont plus dans les faits, etc.
Et là, le mari, il corrige la notaire en disant « Non, vous vous êtes trompée. » Parce qu'en fait, la notaire dit « C'est bien ça ?» Et la femme dit « Je sais pas, moi. » Mais elle parlait comme ça, hein, clairement. Hein, j'exagère même pas dans le ton. Hein. Et le mari dit « Non, vous vous êtes trompée. C'est l'année 2022 et c'est pas l'année, je sais plus ce qu'elle avait dit, machin. » Et la notaire, elle dit « Ah, très bien, on va modifier de suite. » Et là, la femme se retourne face à son mari et lui dit « Tu te souviens de la date de notre mariage, toi ?» Et elle lui parle comme ça. Et son mari, il se retourne, la regarde, il dit « Bah oui, bien sûr que je me souviens de la date de notre mariage, c'était quand même un moment important. » Et elle a dit « Ah bon, parce que moi, je m'en souviens pas du tout. » Et elle parlait comme ça. Et là, je me dis « Mon Dieu, le pauvre homme. Mon Dieu, en fait. » Et là, je me dis, ces gens-là, ils ont des enfants. Et elle, clairement, vu son comportement, elle maltraite clairement son mari, hein, les gars. Enfin, elle lui a parlé comme ça toute l'heure et demie. Et à la fin, moi, j'en avais de la peine pour cet homme. Et je me disais, je l'ai mal jugé finalement parce que c'est pas lui le problème, c'est elle. C'est elle le problème. Depuis le début où elle nous fait chier à visiter la maison 50 fois, c'est pas lui le problème. Lui, en fait, tout le temps, il était en déplacement. Il a un travail apparemment où il est souvent en déplacement. Et en fait, c'était elle qui venait tout le temps toute seule, mais c'était elle qui faisait chier, quoi. Et lui, il subit, le mec, il subit, en fait. Et pendant tout ce rendez-vous notaire, ils énumèrent, en fait, tout ce que les gens ont acheté et pourquoi ils sont là. Et en fait, j'apprends, en même temps que l'agent immobilier qui, au passage, Cédric, franchement, faut qu'il change de métier parce que c'est vraiment... c'est une catastrophe. Il a géré le dossier comme un artichaut, quoi. Et franchement, c'était une catastrophe. Qu'il fasse ça ou rien, c'était pareil, quoi. Donc, il apprend en même temps que nous que, en fait, là, cette affaire a mis une clause de 10 ans. Donc, ils sont obligés de garder la maison 10 ans et de chaque année faire un poulain. Bah, forcément, un truc agricole. Et l'autre, elle signe, oui, je suis au courant, oui. Et là, je regarde Jérémy et on se comprend tous les deux en se disant à l'intérieur de nous, elle a signé son arrêt de mort. 10 ans d'élevage, alors que la meuf, c'est juste... En fait, elle avait aucun antécédent dans l'élevage, dans les chevaux. Elle était juste propriétaire de 4 chevaux qu'elle avait en pension. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais eu ses chevaux chez elle, elle ne sait pas ce que c'est l'élevage. Elle voulait faire une structure qui achetait des réformés de course, les redébourrer, les redresser pour les revendre. Sauf que cette personne, elle a juste son galopette. C'est une cavalière, même pas amateur, c'est une cavalière de loisir. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout professionnel dans les chevaux. Et en fait, elle voulait créer sa structure équestre dans 2 hectares. Une hérésie, les gars, une hérésie, n'importe quoi. Elle voulait récupérer plein de chevaux, les revendre, enfin bref, n'importe quoi. On voyait tout de suite... Moi, quand Cédric nous a expliqué son projet, je lui ai dit « Ok, je vois tout de suite que la nana, c'est pas une professionnelle du cheval, en fait. Moi, je suis professionnelle du monde équestre depuis 10 ans à mon compte. Je sais très bien comment ça marche. 2 hectares pour faire du commerce de chevaux, faut être fou. Et puis, deuxièmement, vouloir rééduquer des réformés de course, même moi... Avec l'expérience que j'ai, les diplômes et les formations que j'ai, je ne le ferai pas. Parce que c'est quelque chose de très difficile qui demande beaucoup de temps et de connaissances, en fait. Et moi, j'estime ne pas avoir suffisamment de connaissances, alors que j'en ai, je sais pas, peut-être 10 fois plus qu'elle. C'est vraiment un travail de professionnel. La rééducation, le débourrage, tout ça, c'est des professionnels qui sont spécialisés dans ça, qui peuvent faire ça. Et elle, en fait... Petite cavalière de loisirs qui fait de la balade. Enfin, j'ai rien contre les gens qui font de la balade, les gars. Hein. Mais je veux dire, c'est une cavalière de loisirs. Elle ne sait pas ce que c'est de dresser un cheval. Elle ne sait pas ce que c'est éduquer un cheval. Elle ne sait pas ce que c'est de débourrer un cheval. Elle l'a jamais fait. Et elle veut le faire sur des réformés de course en plus. Même pas un poulain avec son disque dur vierge. Non, elle veut le faire sur des chevaux qui ont déjà un passif, déjà des traumas. Non, une folle finie. Donc bref, donc elle acquiesce, et on finit par vendre cette maison. Vous imaginez le soulagement derrière ce notaire avec Jérémy. On a été boire un coup, j'ai une photo de ça, qui est très chère à mon cœur, cette photo, parce que c'est la fin de tout, c'est la fin d'un calvaire. Vous imaginez, dès qu'on a l'argent sur le compte, on rembourse toutes nos dettes. Et c'est un espèce de poids qui s'envole, vous imaginez même pas. À l'heure d'aujourd'hui, donc ça a fait un peu plus d'1 an que ça s'est passé, cette vente chez le notaire.
Et j'ai toujours l'argent de ma maison sur mon compte. Je n'ai jamais réinvesti de peur de manquer, en fait. Donc j'ai une belle somme sur mon compte aujourd'hui et je suis terrorisée de réinvestir. Terrorisée. Parce que je me dis que si j'ai pas assez d'argent, peut-être qu'un jour j'aurai un autre problème et l'URSSAF me redemandera de l'argent et que je pourrai pas payer et que ça va être horrible et que je vais revivre ce que j'ai vécu, la peur de manquer. Aujourd'hui, c'est un vrai trauma financier, la peur de manquer. J'ai un chéri aujourd'hui, si vous écoutez régulièrement mes podcasts, vous savez, avec qui je suis en couple depuis 1 an et demi. On habite ensemble, on a des projets, tout ça. Et Flo, il n'a pas du tout la même gestion financière que moi. Moi, je suis très écureuil, lui, pas du tout. Et Flo, ce qui fait que des fois, il se trouve en situation, c'est un peu tendu, en attendant son salaire, tout ça. Et en fait, moi, ça me terrorise. Ça me terrorise. Et aujourd'hui, je suis complètement flippée du financier à cause de ça. J'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas y arriver. Je suis en permanence en train de me sécuriser mes angoisses financières. Je me fais plaisir, je m'achète des trucs et tout. Mais quand je m'achète des trucs, c'est que vraiment, je sais que je peux m'acheter des trucs et que je ne vais pas manquer d'argent derrière, quoi. Et par exemple, je suis partie aux États-Unis, ça m'a coûté beaucoup d'argent. J'avais économisé pour ça. Et même en ayant économisé, en ayant tout prévu, en respectant mon budget, j'étais hyper angoissée de dépenser de l'argent. Parce que je sais à quel point ça va vite de le dépenser et à quel point c'est difficile de remettre de l'argent de côté. Et ça a été des angoisses aux USA à ce niveau-là, beaucoup. Il y a eu un moment où je me suis tapé une vraie grosse crise d'angoisse, où j'ai mon amie Chloé qui avait fait déjà un trip pendant longtemps aux États-Unis, pareil, et qui est un peu comme moi au niveau financier, qui m'a beaucoup rassurée, qui m'a dit « Je sais ce que c'est, je sais ce que tu ressens. Dis-toi, c'est un truc dans ta vie, c'est ton projet de vie. Essaye de relativiser. L'argent, ça se remet de côté. Quand tu vas revenir en France, tu vas rebosser, tu remettras de l'argent de côté, etc. » Et en fait, elle m'a beaucoup aidée là-dessus parce qu'il y a des moments où je me disais « Je vais rentrer. Je dépense de l'argent, je veux pas, je vais rentrer. » Et j'aurais cassé mon projet à cause de ça. Ça aurait été con, quoi. Enfin bref. Donc aujourd'hui, voilà, tout est solutionné. Pour finir le podcast en beauté, et parce que je crois tellement au karma, ces gens-là s'en sont pas sortis indemnes. J'ai vu récemment que la maison, donc mon ancienne maison, dont je vous parle depuis le début de ce podcast, a été en annonce à vendre. Et l'est toujours. Je pense je ne sais pas, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je suppose, pour la vendre aussi rapidement, qu'ils se sont séparés à leur tour et qu'ils ont dû remettre en vente la maison très précipitamment. Ils ont essayé de la vendre beaucoup plus cher qu'ils l'ont achetée, ils l'ont mis à 430 000 €. 15 jours après, ils l'ont descendu à 400 000. 15 jours après, ils l'ont descendu à 350 000. Et je crois que là, aux dernières nouvelles, elle doit être dans les 300 000. Donc, ils n'arrivent pas à la vendre. J'espère qu'ils vont la garder sur le dos de nombreuses années. Qui vont... Alors, je souhaite jamais du mal aux gens, ça se fait pas. Mais j'espère qu'elle, en tout cas pas lui, parce que ce pauvre homme, je pense qu'il subit une folle hystérique comme ça. Mais j'espère qu'elle va subir ce que moi j'ai subi pendant plus d'1 an, ce qu'elle m'a fait subir, qu'elle va s'arracher les cheveux, qu'elle va pleurer, qu'elle va avoir des angoisses, qu'elle va penser au pire. Voilà, je lui souhaite pas qu'il lui arrive quelque chose de grave, mais je souhaite qu'elle ait des insomnies, qu'elle en fasse des cauchemars, que ce soit un calvaire pour elle. C'est tout ce que je lui souhaite. Parce que franchement, elle m'a pourri la vie, cette personne. J'ai vraiment failli... j'ai eu des pensées très noires. Heureusement que j'ai des amis très proches qui m'ont beaucoup aidée. Heureusement que j'ai une famille qui m'a soutenue. Heureusement que j'ai rencontré mon chéri Flo aujourd'hui qui m'avait redonné à cette période-là un petit peu d'espoir et de me dire la vie c'est chouette en fait. Parce que peut-être que j'aurais, avec moins de caractère, avec moins d'envie de me battre, peut-être fait une connerie à cause de gens comme ça, sans scrupules, qui pensent qu'à leur gueule et qui n'ont aucune conscience que d'autres personnes autour d'eux peuvent souffrir, avoir des problèmes d'argent, etc. Je vous l'ai dit pendant un moment, mais je lui avais écrit une lettre. Je lui avais écrit une lettre de supplication en lui expliquant que on avait des graves problèmes d'argent,
qu'on avait besoin de cet argent, qu'il fallait, par pitié, qu'il signe le plus vite possible, etc. Et même avec ça, elle en a eu rien à foutre. Rien à foutre. Donc, si... il y a toujours... Moi, je dis toujours, il y a toujours une justice quelque part. La preuve, puisqu'aujourd'hui, la maison est en vente, ils n'arrivent pas à la vendre. Donc, le karma. Ils ont fait beaucoup de mal, ces gens-là. Enfin, cette femme-là, parce que je pense que le mari, encore une fois, il subissait totalement ce que sa femme faisait et que cette meuf, elle est complètement incontrôlable et que elle fait ce qu'elle veut et puis elle est folle, quoi. Clairement, enfin, je raconterai pas toutes les histoires que j'ai apprises, mais j'en ai appris à gauche, à pied. En fait, dans le monde équestre, tout se sait. Et en plus, dans un petit département comme la Vendée, tout le monde se connaît, tout se sait. Et en fait, moi, j'ai appris des trucs de fou. C'est une folle hystérique. C'est une folle. Elle est folle. Et les gens, elle est connue comme le loup blanc en Vendée. Les gens, quand ils entendent parler d'elle, ils te racontent des histoires longues comme mon bras. Donc cette meuf, elle est complètement hystérique. Et franchement, si la maison est en vente, c'est qu'il s'est passé quelque chose, je sais pas quoi. Mais en tout cas, tant mieux pour eux. J'aime pas souhaiter le malheur des gens, mais là, dans ce cas-là, franchement, je suis plutôt contente que ça se passe pas super bien pour eux, quoi. Donc voilà, c'était l'histoire de ma maison, de mon ancienne maison, de mon ancienne propriété équestre. Si aujourd'hui vous allez me poser la question, ouais, mais quand tu rachèteras une maison, peut-être avec ton chéri, machin et tout, est-ce que tu reprendras tes chevaux chez toi ? La réponse, les gars, est non. Je reprendrai pas mes chevaux chez moi parce que c'est beaucoup trop de tracas, de charge mentale, de responsabilité, de beaucoup de temps, beaucoup d'épuisement. Et je préfère payer une pension à des gens compétents et qui s'en occupent bien mieux que moi au passage, puisque quand on a la charge mentale à 2000% et qu'on est épuisé, je suis persuadée qu'on s'en occupe pas aussi bien qu'on devrait s'en occuper, même si c'est ses propres chevaux. Donc aujourd'hui, si c'était à refaire pour reprendre une maison avec ses chevaux, je ne referais pas. J'ai vécu mon rêve d'enfance, je suis contente, j'ai eu mes chevaux 10 ans chez moi, c'est bien assez. Voilà. C'est bien assez. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve tous les mardis, tous les vendredis à 22h pour des podcasts. Si vous avez kiffé, je vous laisse vous abonner à la chaîne Spotify et puis mettre 5 étoiles à ce podcast. Ça me fera trop plaisir. Allez, salut!